Donc, rebonjour tout le monde. Bonjour pour ceux à qui j'ai pas encore dit bonjour. Donc, on a juste pris un peu de temps pour attendre que tout le monde se connecte. Certaines personnes ont eu du mal à se connecter. Donc, j'espère que tout le monde a réussi à se connecter. Bienvenue dans le webinaire Brain Experience, ou Brain Experience comme dirait Jean-Marc, Marc-André. En fait, cette présentation et ce travail-là fait partie du lab des nouveaux usages de Soyuz, donc c'est un peu un travail en amont. La Brain Experience est encore à l'étape labo. Et dès que je réussis à passer à la slide suivante, je vous montre la slide suivante. Donc, ça partait aussi d'un intérêt que nous avions, Jean-Pierre et moi, pour les neurosciences et la conviction que les neurosciences peuvent apporter beaucoup dans une démarche de conception d'expérience utilisateur. Donc, on va commencer par la première partie qui parle des neurosciences et du comportement du cerveau humain. Donc, tout le monde parmi vous sait que nous disposons de 3 cerveaux. Le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le néocortex. Alors, historiquement, le plus ancien, c'est le reptilien. Ensuite est arrivé le limbique et le néocortex, plus tard dans l'évolution. La spécificité du reptilien, c'était le cerveau instinctif, qui date de 500 millions d'années. Il réagit en millisecondes. Donc, ce cerveau-là nous permettait à nos ancêtres, en gros, de réussir à s'échapper et à survivre. Ensuite est arrivé le cerveau émotionnel, il y a 60 millions d'années. Pareil que le cerveau reptilien, il réagit aussi en millisecondes. Il est aussi appelé le siège des émotions. Et finalement, le néocortex, donc notre cerveau logique, le plus évolué, mais aussi le plus lent, sa réaction est de l'ordre de 3 à 4 secondes. Donc là, je vais vous demander si vous voyez cette photo, vous vous dites tout de suite, c'est un homme qui est visiblement en colère et qui m'accuse de quelque chose. Vous venez d'expérimenter la pensée rapide. C'est-à-dire que c'est une pensée sans effort. Tout de suite, vous avez pu identifier une émotion, c'est de l'ordre de millisecondes, sur le visage de votre semblable. C'est ce que nous appelons la pensée rapide. Ensuite, par contre, si je vous disais de faire l'équation suivante, la multiplication suivante, 13 fois 19, vous vous dites que si vous aviez la motivation et le temps, vous vous metteriez à essayer de penser au résultat, auquel cas vous seriez en concentration intense, vos pupilles seraient dilatées, vos muscles tendus, vous expérimenteriez la pensée lente. Donc en fait, tout à l'heure, on a parlé des 3 cerveaux. Ici, je vais vous parler de 2 systèmes de pensée qu'on a. C'est le système 1, donc la pensée rapide automatique, inconsciente, quand je vous ai montré l'image du monsieur en colère. Et le système 2, c'est la pensée lente, analytique, consciente, mais qui nécessite du coup plus d'efforts cognitifs. Donc là, je vais vous demander de me dire ce que vous pensez de ces lignes. Vous me diriez qu'elles apparaissent en biais. Pourtant, si je change la couleur des rectangles, vous verrez bien qu'elles apparaissent ici plutôt parallèles. Je reviens à la première image, et pourtant, même si vous êtes conscient du petit effet d'optique, vous ne pouvez pas vous arrêter de les voir en biais. En fait, votre cerveau a interprété les ombres, donc les carrés noirs, comme étant une suggestion de profondeur, de perspective, et donc vous a poussé à voir ces lignes en biais. Ceci nous dit donc que la perception n'est pas une réflexion de la réalité. La perception est une construction de notre cerveau. Donc là, par contre, je ne sais pas si ça va marcher chez vous. Parce qu'on a une vidéo, j'espère que ça va marcher. Donc vous allez voir une rame. Est-ce que ça marche? On va passer à la suite, parce qu'elle est censée marcher au slide d'après. Vous me dites dès que ça marche. Là, vous la voyez. Donc là, vous voyez cette rame de métro qui regarde
sort du plateau. Vous allez pouvoir voir ce qui en est des études si on regarde, si vous avez des études comme ça, en fonction de l'attente qu'on a, de l'hypothèse qu'on se dit, on va la voir en train de rentrer ou de sortir. Cette image, cette vidéo est juste en train de vous illustrer que notre perception est conditionnée par nos attentes. Donc, à la suite, j'étais censée vous montrer une vidéo sur l'attention. Sauf que malheureusement, avec Webikeo, ça ne marche pas. Mais je vous expliquerai l'expérience. En fait, c'est une vidéo qu'on montre pour illustrer les processus attentionnels. Donc, c'est une expérience avec une équipe habillée en blanc et une équipe habillée en noir. Et on demande aux gens de se focaliser sur les passes qui sont en train de se passer le ballon, les deux équipes. Et on va dire aux participants, concentrez-vous sur l'équipe qui est habillée en blanc pour comptabiliser le nombre de passes. Donc, généralement, on est tellement focalisé sur l'équipe habillée en blanc qu'à un moment donné, dans la scène, il y a un gorille qui rentre. Donc, quelqu'un qui est déguisé en gorille, qui va même faire une petite danse et qui va partir. Sauf que les gens, tellement absorbés par la tâche de comptage des passes entre l'équipe blanche, ne vont même pas voir cet élément de l'environnement. Et ça, c'était pour illustrer la notion de attention sélective. L'attention sélective, c'est pour montrer que l'attention agit comme un spot qui va éclairer une partie seulement des stimulus auxquels nous sommes exposés. Et donc, notre cortex, lui, décide des informations qu'il va traiter de façon consciente. Vous voyez ici, dans ce slide-là, qu'il y a une grosse différence entre la quantité d'informations perçues par nos sens et la quantité d'informations traitées par notre cortex. Donc, le fait de filtrer les informations traitées, c'est ce qu'on appelle le processus attentionnel. Donc, l'attention, elle agit sur deux modes. Comme je vous l'ai montré, le premier mode, c'était ce que je vous ai montré avec l'espèce de rame de métro qui entre ou qui sort. Donc, notre perception et l'attention qu'on focalise sur notre environnement, elle est conditionnée par nos attentes. Par exemple, chercher Charlie ou chercher tel élément, on va focaliser notre attention sur les éléments qui ont les attributs de l'élément qu'on est en train de chercher. Donc ça, c'est le processus top-down. Le processus bottom-up, c'est le contraire. C'est quand, par exemple, quelque chose clignote dans notre vision périphérique et tout de suite, nous dirigeons notre regard et donc notre attention dessus. Donc c'est quand un élément de l'environnement lui attire notre attention et nous pousse à focaliser notre attention dessus. Une autre caractéristique aussi de l'être humain, c'est que ici, vous allez voir que c'est un peu exagéré sur cette image, mais notre champ visuel qui est composé de notre vision périphérique et notre vision centrale, si on y regarde bien, en fait, sur un champ visuel, donc l'espèce de demi-cercle que représente notre champ visuel, la vision centrale, donc la vision où on est le plus focalisé, donc, est de 3 degrés seulement. Donc elle est que de 20%. 80% de ce qu'on voit est flou puisqu'il fait partie de notre vision périphérique et ne devient vraiment partie de notre vision centrale que si on dirige le regard dessus. Donc ici aussi, il y a une vidéo, je vous la montrer, je vais voir si ça marche. Est-ce que ça marche? Non. Donc, je vais passer à la slide suivante et je vais voir si... Est-ce que là, ça marche? Toujours pas? Non. Je vais fournir un lien vers toutes les vidéos, comme ça vous pourrez le voir. Les gens peuvent cliquer dessus et ça marche. Ah oui, essayez de cliquer dessus et ça marche apparemment. Alors, je vous commente cette vidéo. Cette vidéo, elle illustre le système d'influence sociale. C'est que ces deux compères-là vont faire un petit jeu, ils vont simuler une espèce de corde qu'ils sont en train de tirer. Et en fait, personne ne voit bien sûr cette corde qui n'existe pas. Et par contre, ils ont un complice qui passe en dessous de cette corde. Et ce comportement-là suffit pour que les gens jouent le jeu et passent sous cette corde que personne ne voit.
Alors vous allez me dire c'est bête, mais c'est vrai, l'influence sociale a été beaucoup étudiée en psychologie sociale. C'est qu'on a tendance aussi à faire confiance à l'avis du groupe. C'est que notre cerveau, quand il voit qu'il y a une dissonance entre ce que nous percevons, notre jugement et le jugement du groupe, il va nous inciter à nous mettre du côté du groupe et se dire après tout, ça se trouve c'est un fil fin et je dois faire comme les autres et puis passer en dessous et l'éviter. Ensuite, lorsqu'il s'agit de décider, on a tous tendance à se dire que nous sommes un être rationnel qui étudie le pour et le contre et valorise toutes les options et essaye de maximiser le profit donc pour opter pour la meilleure solution. Sauf que des expériences ont montré le contraire. Typiquement, cette expérience sur The Economist. En fait, sur The Economist, on peut, pour les lecteurs, avoir 3 options d'abonnement. Donc la première à $59, c'est une souscription papier. C'est une souscription web. La deuxième, c'est une souscription papier à $125. Et la troisième, c'est web et papier au même prix, $125. Donc, vous allez me dire, c'est un peu bête. Pourquoi est-ce que je payerais $125 pour avoir que du papier si je peux avoir du print en plus? Donc, quand ils ont posé la question aux gens, tout le monde a dit, 84% ont dit, j'opterais plutôt pour print et web pour $125. Donc, nous avons une option inutile qui est au milieu, sauf que si on enlève cette option inutile et qu'on demande la même chose aux gens, on s'aperçoit que les tendances s'inversent. C'est que les gens deviennent beaucoup plus rationnels, ils se disent pourquoi je devrais avoir web et print. Web me suffit, donc je vais plus opter pour l'option qui est presque 2 fois moins chère, à $59. Donc finalement, l'option inutile, elle servait à vendre l'option la plus chère, qui était $125. Ceci fait appel à un biais cognitif connu, c'est que nous avons une aversion à la perte. Et cette aversion à la perte fait que parfois, on prend des décisions irrationnelles. Comme le dit très bien le prix Nobel d'économie, la plupart du temps, les gens ne font pas ce qu'ils pensent ou ce que nous pensons qu'ils pensent. Et surtout, la plupart du temps, on a l'impression qu'on est très rationnel dans ses choix, mais que finalement, on ne l'est pas. Justement, en parlant de rationalité, on va parler d'émotions. Et les émotions influencent 90%. En fait, 90% plutôt des décisions que nous prenons sont basées sur des informations émotionnelles. Alors, des expériences de Damasio sur des cérébraux lésés, donc des gens qui ont eu des lésions au niveau de parties de leur cerveau, notamment des parties émotionnelles qui gèrent l'émotion, étaient incapables de prendre des décisions. Mais des décisions aussi bêtes que de choisir entre de la dinde ou du poulet. Parce que pour eux, ils pouvaient très raisonnablement dire quels étaient les bons, le positif et le négatif pour le poulet, le positif et le négatif pour la dinde, mais sans l'émotion, ils étaient incapables de prendre ces décisions-là. Alors pourquoi les émotions sont essentielles? C'est parce que les émotions permettent d'encoder notre environnement. Les informations, avant d'arriver au cortex, arrivent à l'amygdale. Donc c'est la partie du cerveau qui gère les émotions. Et avant même d'être conscient de pourquoi cet élément est menaçant ou cet élément est confortable, on réagit et ensuite l'information remonte au cortex et on rationalise derrière. Donc la poétesse Maya Angelou, je ne sais pas si tout le monde la connaît, elle disait que les gens ne se souviennent pas de ce que vous avez dit, ni de ce que vous avez fait, mais se souviendront toujours de comment vous les avez fait se ressentir. Donc, comment ils se sont sentis en votre présence. L'idée ici, je sais pas, design for emotion. Oui, tout à fait. L'idée ici, c'est de dire, comme j'ai dit, nous avons une mémoire émotionnelle qui nous sert pour vivre. C'est-à-dire que parfois, des situations, sans qu'on se souvienne, et en fait, la mémoire émotionnelle, dans l'amygdale, elle reste, alors que la mémoire consciente, dans le cortex, peut s'effacer suite à juste détérioration de la mémoire ou des accidents. Parfois, on se sent dans une situation inconfortable et on n'arrive pas à expliquer pourquoi. Parce que notre cerveau, justement, pour notre survie, a imprimé à un instant T que cette situation était menaçante, dangereuse pour nous. Donc, il y a associé des émotions négatives et donc une envie de partir. Et donc, du coup, dès qu'on va re-expérimenter cette situation-là, on va ressentir cette émotion sans vraiment pouvoir l'expliquer.
Donc vous allez me dire, finalement, tout ce qu'on vient de voir, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il faut en retenir? La première chose, c'est que tout ce qu'on vient de voir sur le comportement du cerveau humain, il était aussi en grande partie lié à notre ancêtre. Donc, nos ancêtres qui avaient besoin de survivre dans un environnement hostile, avec aussi des capacités attentionnelles limitées. On a une mémoire court terme très limitée, donc on a besoin de processer de l'information très rapidement. Et du coup, comme on a vu tout à l'heure pour les lignes, notre cerveau a appris à mettre en place des heuristiques. Les heuristiques, c'est des raccourcis de pensée qui permettent de partir de très peu de stimuli, d'en sortir un jugement, une perception, et du coup de réagir très vite. Et ce comportement-là, il est toujours au niveau du système 1. Parce qu'on a dit tout à l'heure, le système 1, il doit réagir en millisecondes. Donc si franchement j'ai un faux devant moi, si je mets du temps à analyser la situation, je vais être dévorée avant d'avoir réagi. Et d'ailleurs, on le voit très bien quand on est tranquille, quelqu'un nous fait bouh. Alors on sursaute avant de voir que c'est juste la petite fille qui disait bouh et qu'il n'y avait pas vraiment de danger. Parce que le système 1 a pris le dessus, le reptilien, et que derrière, le cortex a pu rationaliser. Ensuite, la seconde, c'est que la grande majorité de nos actions sont prises de façon non consciente, automatique et fortement influencées par les émotions, comme on a vu tout à l'heure, qu'on surestimait notre capacité à peser le pour et le contre, et qu'au final, c'est un comportement hérité de nos ancêtres. On a plus tendance à décider, on dit sur une intuition, et que derrière, on va plus rationaliser, essayer d'expliquer nos choix. Et vous allez me dire, donc, so what? Sachant tout ça, et du coup, le design dans tout ça, je vais vous dire que l'idée, c'est qu'on intègre les données issues des neurosciences et de la psychologie cognitive dans le design. On a parlé tout à l'heure de science, du système top-down et bottom-up de l'attention, de comment attirer l'attention de l'utilisateur sur des éléments de son environnement versus d'autres. Donc l'idée, c'est d'intégrer toutes ces données-là pour designer quelque chose non seulement d'utile, d'utilisable, mais surtout d'engageant et qui génère des émotions positives chez l'utilisateur. Ensuite, deuxième point, nous avons dit tout ce que nous avons dit depuis le début, que la majeure partie des choses, notre système de perception, de décision relève plus du système 1, le système rapide et inconscient. Partant de ce constat-là, il serait vraiment trompeur d'essayer de faire appel au système 2, donc essayer d'interroger le déclaratif, le cortex, pour expliquer pourquoi les utilisateurs, les gens prennent telle ou telle décision ou préfèrent tel ou tel design. Donc l'idée, c'est aussi interroger le système 1 pour évaluer le design. Donc, la brain experience. Avant de vous en parler, maintenant peut-être que ça commence à être un peu plus clair, je vais peut-être vous donner des exemples pour que ce soit plus parlant. Premier exemple, c'est un géant de l'e-commerce. Donc on va voir ici que, par exemple, le bouton d'action qui permet d'acheter, donc de faire des conversions, sachant que la conversion, c'est l'impératif majeur pour un site d'e-commerce, il est très saillant. Qu'en plus, on fait appel à la preuve sociale et l'influence sociale en disant que les gens qui ont acheté le même livre que vous ont aussi apprécié d'autres livres. Donc, puisqu'on sait qu'on a tendance à se mettre du côté de l'avis du groupe, donc on va nous rappeler ça. Un autre site de e-commerce, booking.com, par exemple, sur ici, un week-end à Venise pour telle et telle date. On va voir alors le mot qui nous saute aux yeux, fabuleux, donc faire appel à un attribut et s'imaginer un séjour fabuleux dans cet hôtel-là. On va nous dire aussi, attention, attention, il ne reste plus qu'un seul hébergement, donc on fait appel aussi à la notion de rareté et à un biais cognitif qu'on a, c'est que les choses les plus rares ont le plus de valeur. Et on va rajouter une couche en nous disant que vu la destination et la période à laquelle on veut partir, on a vraiment intérêt à se décider et à agir plus rapidement. Donc tout ça pour inciter à la conversion, donc
au fait de booker l'hôtel qu'ils ont décidé de mettre en avant par rapport à d'autres hôtels. Ensuite, nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes conditionnés pour voir des visages partout. Et alors, nous sommes aussi conditionnés, la notion de cute, la notion de mignon, pour prendre soin des petits, surtout les petits d'espèces qui arrivent et qui ne sont pas autonomes, qui ont besoin qu'on prenne soin d'eux. Généralement, on a tendance à devoir les trouver mignons. Donc, on aime bien les formats arrondis, on aime bien les joufflus avec une grosse tête, avec des petits yeux. Et donc, ces gens-là, il y a des designers, que ce soit de mascottes, il y a plein de marques qui utilisent des mascottes, ou même de voitures, qui ont compris qu'en fait, il y a aussi un autre, je vais bifurquer un peu, il y a aussi une autre tendance qui nous pousse à aimer plus les formes arrondies que les formes pointues, parce que nos ancêtres, quand c'était pointu, ça pouvait être tranchant, donc dangereux. Donc, préféraient les arrondis. Donc, vous voyez sur un modèle de voiture qui a un assez grand succès, on a mis les gros yeux qui font penser, les phares qui font penser à des yeux, on a des formes arrondies. On applique en tout cas les principes de ce qui conditionne qu'on trouve quelque chose mignon, cute, dessus. Ensuite, en fait, on a parlé d'impact. En fait, il y a des algorithmes qui ont été faits suite à des études en neurosciences pour générer des espèces de logiciels d'audit d'impact. Donc, c'est des logiciels où on met des screenshots de pages web, d'outils, et ces logiciels-là moulinent et vous disent, voilà, en termes de science, en termes d'acuité visuelle, on parlait tout à l'heure du champ visuel, qu'est-ce qui est flou, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on voit bien, par exemple, ici, pour le bon élève Amazon, que, par exemple, sur un livre, on a 86% de efficiency pour l'intitulé du livre. Ensuite, la partie où on a le prix et aussi l'avis des autres, on a 100%. Et puis, le bouton d'action, il est à 66, mais il est pas mal. Idem, la partie où généralement notre vision centrale est affichée, va être focalisée, elle est aussi au beau milieu, 70% d'acuité visuelle. Et on a des techniques aussi, alors je reviens à la slide d'avant, l'audit d'impact fait partie on avait dit qu'il y avait deux versants. Designer en appliquant les principes de neurosciences et de psychologie cognitive pour inciter à la conversion, générer des émotions positives. Il y a l'autre versant qui est auditer. Donc ici, on est dans la partie auditer le design. Typiquement avec ce type de logiciel ou avec les techniques déjà connues comme le eye tracking. Le eye tracking, c'est le monitoring du regard de l'utilisateur, voir comment il balait l'écran. On voit ici qu'on peut générer des heatmaps, donc des maps qui montrent les zones les plus chaudes. Ici, sur Google, sur un autre bon élève, on voit bien que les résultats qui sont sponsorisés et mis en avant sont vraiment dans la partie de l'écran qui est la plus balayée par les utilisateurs. On a aussi des électroencéphalogrammes. Et l'avancée de la technologie a fait que aujourd'hui, on peut avoir des électroencéphalogrammes aussi légers que ce qu'on a sur cette photo-là, ce qui n'était pas envisageable avant. Ce n'est pas les gros dispositifs avec plein d'électrodes sur la tête, ça devient beaucoup plus léger. Et donc, les électroencéphalogrammes, généralement, peuvent voir l'activité électrique du cerveau et donc voir quelles sont les zones qui sont activées et s'il y a une attention ou un engagement d'utilisateur lorsqu'il interagit avec une interface. Alors maintenant, je vais vous dire qu'est-ce que la Brain Experience. La Brain Experience, c'est la notion de concevoir pour le cerveau de l'utilisateur. Donc, concevoir pour le système 1. Et la Brain Experience, elle est un peu au carrefour de plusieurs disciplines, donc le design, la notion d'organisation du contenu, définition des interactions, les neurosciences, donc les connaissances sur la cartographie du cerveau, les aires et ce à quoi elles sont associées, et puis la psychologie, donc l'attention, la mémoire, l'apprentissage, le processus décisionnel, les biocognitifs. Et alors, comme dans tout process de conception centré utilisateur, on commence toujours par une phase d'analyse, compréhension de l'objectif business et du besoin utilisateur. Et puis derrière, le design, designer en appliquant les connaissances
en neurosciences et en psychologie pour avoir un design engageant qui génère des émotions positives. Et l'évaluation, c'est auditer le design, c'est-à-dire évaluer, sans passer par la partie consciente, à poser des questions et à se baser sur du déclaratif, évaluer les émotions générées par le design. Donc typiquement, dans un contexte de A/B testing, pouvoir voir avec un électroencéphalogramme ou du eye tracking, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'utilisateur quand il interagit avec un design A versus un design B. Les neurotests et les logiciels d'audit d'impact dont on a parlé font aussi partie de la panoplie d'audit du design. Je vais juste revenir, avant de finir par les références, sur... On nous a posé une question, c'était de dire comment est-ce que vous avez implémenté ça chez un client, quelle est la target pour ce type d'intervention de brain experience. Il faut savoir qu'on n'aura pas une demande côté client qui a juste un applicatif métier ou un besoin mineur. Je pense qu'on a plus besoin de faire un design engageant et donc avoir une adoption chez les utilisateurs quand on est par exemple sur des sites de e-commerce où il y a un impératif de conversion ou par exemple sur une revue de la brand, de la marque, de l'image que la marque veut diffuser, donc plus du côté marketing, ou comme on a dit tout à l'heure, la conception de mascottes par exemple. Il y a plusieurs marques qui font appel à des mascottes qui leur sont propres pour justement pouvoir véhiculer les émotions et les valeurs de la marque qu'ils veulent. Donc, juste pour resituer, ce n'est pas pour remplacer le process de conception centré utilisateur classique ou de proposer systématiquement de la brain experience à chaque besoin client. Parce que typiquement, ça demande plus d'investissement et il faudrait que de la part du client, il y ait ce besoin de se dire je veux investir plus parce que ce sujet est clé pour mon business à moi. Et donc, on finit par quelques références.